Bien, alors je voulais simplement vous dire que donc la communication que je vais vous faire aujourd'hui, cette conférence, comme à chaque fois quand nous sommes sur des sujets assez sérieux, eh bien, je vais apporter peut-être un peu plus de légèreté, au contraire un petit peu plus de gravité, mais dans tous les cas, vous allez voir que les sujets donc, que je vais aborder à travers la science-fiction donc, et le fantastique peuvent apparaître comme peut-être plus légers, plus divertissants, alors qu'en réalité, ils sont porteurs véritablement de sens. Et c'est donc la raison pour laquelle je vais commencer tout simplement par la lecture de deux petits textes. Le rêve d'un curieux de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal en 1857, rien à voir avec la science-fiction, me direz-vous, mais vous allez voir, je vais faire le lien après. Et bien sûr, une citation de Ray Bradbury dans L'Homme illustré qui date de 1972. J'allais mourir, c'était dans mon âme amoureuse, désir mêlé d'horreur, un mal particulier, angoisse et vif espoir, sans humeur factieuse. Plus allait, se vidant le fatal sablier, plus ma torture était âpre et délicieuse. Tout mon corps s'arrachait au monde familier. J'étais comme l'enfant avide du spectacle, haïssant le rideau comme on hait un obstacle. Enfin, la vérité froide se révéla. J'étais mort sans surprise, et la terrible aurore m'enveloppait. Et quoi? N'est-ce que cela? La toile était levée, et j'attendais encore. Le monde est un grand navire noir qui éloigne des rives de la raison et de la civilisation, avec sa sirène déchirant la nuit, emportant 2 milliards d'êtres humains bon gré, mal gré vers la mort, vers l'extrémité de la terre et de la mer, vers incendie radioactif et la folie. Ray Bradbury, L'Homme illustré. Alors, si j'ai choisi de mettre en épigraphe de ma conférence ces deux textes génériquement et contextuellement différents, Baudelaire et Bradbury, c'est bien pour montrer le rôle essentiel des représentations dans notre imagination de la mort. Comme Baudelaire, notre attente de la mort procède de la fascination, d'une curiosité parfois morbide, mêlée de terreur, tout en s'inquiétant de l'idée d'un vide existentiel pour la conscience qui meurt. L'imaginaire en général, science-fiction et fantastique mêlés, va s'attacher par leur inventivité à tenter de répondre à ces interrogations. Et c'est bien pour cela, si vous voulez, que j'ai cité Baudelaire, parce que Baudelaire était comme un enfant avide du spectacle de la mort, ce qu'il attendait. Or, évidemment, la science-fiction et le fantastique sont essentiellement des spectacles, on le verra. Alors, dans un premier temps, je voulais juste poser quelques éléments au prolégomène de la représentation de la mort dans la fiction, que ce soit la fiction cinématographique, par exemple, ou la fiction littéraire, ou la fiction dans la BD, puisque je terminerai par un exemple donc sur ce média. Alors d'abord, la polysémie du mot « mort ». Parce que, selon l'article, évidemment, et l'appartenance référentielle, non commun ou non propre, le terme « mort » possède au moins 3 acceptions. Il y a d'abord, seul sens concret du terme, la mort, événement ou instant mortel achevant la vie, quelles qu'en soient les modalités ou les causes. Il y a ensuite la mort, figure plus ou moins anthropomorphe, ennoblie par la majuscule, personnification de la puissance qui tue. Fréquente dans certains systèmes eschatologiques et dans les productions de l'imaginaire, notamment les légendes et les mythes. Je pense notamment, vous voyez, par exemple, à l'Ankou en Bretagne. Parce qu'il est rare que l'exploration du champ sémantique de mort ne débouche pas sur le peuple de l'au-delà, noyau dur de toute socio-anthropologie de la mort, vient enfin le mort, terme qui, abstraction faite de son sens premier, le cadavre, désigne un être ressemblant plus ou moins aux humains et censé exister dans un entre-temps, jouxtant le monde terrestre d'où il demeure selon les cas, plus ou moins en relation avec les vivants. Et c'est donc toute la famille, vous savez, des créatures que l'on va retrouver par exemple dans le fantastique, le zombie, le vampire, le fantôme, dont je parlerai évidemment un petit peu plus tard. Alors en fait, les représentations imaginaires de la mort, eh bien, elles croisent ces 3 acceptions pour construire de manière anthropomorphique tout à la fois un environnement ou un espace du passage vers la mort et des personnages attachés donc à cet espace. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi donc les photogrammes du film donc Au-delà de nos rêves, où vous avez
tout à la fois, eh bien, on va dire, une invention de l'espace de la mort. Donc le personnage, le héros, va se retrouver projeté dans l'au-delà de la mort, qui ressemble en fait à un tableau de peinture. Et puis, il va rencontrer donc ce personnage habillé en blanc, qui est la mort, avec qui donc il va communiquer. Voilà. Cet espace peut également avoir, je dirais, d'autres types de représentations, plutôt liées, bien sûr, à l'enfer. Hein. On est toujours dans une dimension religieuse. C'est très difficile pour les représentations fantastiques ou même de science-fiction, on le verra, de s'échapper en quelque sorte de la dimension religieuse. Et toujours dans ce même film, vous voyez, on a ici une autre représentation de cet espace donc, de l'au-delà. Et à noter également que ce film est une adaptation du roman de Richard Matheson, Au-delà de nos rêves, qui est un grand écrivain et de science-fiction. C'est lui, par exemple, qui a écrit L'homme qui rétrécit. Donc Richard Matheson, qui est un grand écrivain de science-fiction donc, et de fantastique, et qui a produit donc, un certain nombre de romans donc, hybrides. Voilà. Autre représentation possible au-delà de ce film, c'est Rencontre avec Joe Black. Je pense que tout le monde connaît donc ce film, où c'est un des premiers films où véritablement Brad Pitt a eu donc un grand rôle. Il est extrêmement beau dans ce film, et vous voyez qu'en fait c'est une représentation d'une mort extrêmement séduisante, sereine. On n'est pas du tout dans l'imagerie, dans l'allégorie du squelette avec sa faux, par exemple, qui est une image relativement classique que l'on va retrouver évidemment dans beaucoup d'histoires où c'est un petit peu ce que j'appelle donc le folklore de la mort. Voilà. Alors dans un deuxième temps, je vais essayer de vous parler de poser quand même un certain nombre de problèmes qui sont liés à ces représentations de la mort. Pourquoi ? Parce que la mort, quelque part, c'est un néant conceptuel. Et en fait, je crois que l'idée que je voulais véritablement poser dans cette conférence, c'était comment l'imaginaire donc va dépasser ce néant conceptuel. Et en fait, on va essayer de réfléchir aux enjeux de la thanatologie en retrouvant l'idée de la mort comme créatrice en fait de forme. Alors, Yankelevitch a souvent été cité, je crois, dans ce colloque, mais cette œuvre magistrale eh bien, nous enseigne que l'obstacle le plus éminent va apparaître sous une forme indispensable et pourrait se résumer au fait que la pensée de la mort donc, va se heurter à une sorte de nihilisation du sujet pensant. Il y a donc une sorte, citation, il y a un caractère inénarrable de l'entité mort, fulgurance insondable, objet impossible, impensable, inexprimable, si ce n'est par souvenir, regret, commentaire donc, et périphrase. En fait, aussitôt raisonnée, la mort apparaît fugitive à l'excès, et je crois que ce que je suis en train de vous dire est tout à fait complémentaire donc, du petit film précédent, comme signal imperceptible donc, de la conscience, fil insaisissable qui fige à chaque instant le penseur devant le non-savoir, le non-savoir étant un terme que j'emprunte donc à Georges Bataille. Et donc, abîme informulable, penser la mort n'avance finalement qu'au déverrouillage du rien, de notre accès au vide inquantifiable, ouvrant l'incertaine condition de l'être, donc toujours pour Yankelevitch. Pour Louis-Vincent Thomas, qui est un autre penseur, défrichable, insatiable donc de ces images de la mort, il resterait à savoir dans quelle mesure une anthropologie du rien demeure quant à elle pensable et réalisable. Tenter une recherche thanatologique, c'est donc faire une anthropologie du rien. Et pourtant, si l'on comprend que l'homme ne se définit essentiellement que par l'imaginaire, alors on devine que cette anthropologie du rien pourrait bien être une anthropologie du tout. Ce qui touche au devenir du cadavre, à l'absence de la néantisation, déchaîne une cohorte de fantasmes qui rendent compte de nos angoisses et de nos espoirs, donc de la nature même de l'homme. Et donc à ce moment-là, eh bien, va intervenir la fonction palliative de l'imaginaire.
Et donc la fonction palliative de l'imaginaire, eh bien, Gilbert Durand, qui a écrit il y a longtemps maintenant, mais qui est donc un grand théoricien donc, des structures de l'imaginaire, eh bien, Gilbert Durand, donc, si on s'accorde avec sa théorie, dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, eh bien, nos représentations de la mort, et on va le voir tout de suite après avec la science-fiction, sont intimement liées à notre structuration psychologique du temps et de l'espace. Et donc, selon Durand, toute société, devant l'expugnable sentiment de mort, génère les figurations de sa propre fin et canalise par l'imagination les terreurs de l'inconnu, de l'irreprésentable et de l'incertain. Alors justement, dans un premier temps, nous allons parler de la science-fiction. Et donc, la science-fiction, notamment, vous voyez, par exemple, à travers des œuvres qui vont évoquer le totalitarisme ou des dystopies donc, sociales, eh bien, nous offre une vision hypertrophiée de la mort collective, symbole des inquiétudes de notre temps. Je ne parlerai pas ici parce qu'évidemment, ce n'est pas le sujet, et puis parce que je pourrais en faire une autre communication, mais par exemple, la science-fiction a prévu depuis fort longtemps l'apocalypse de notre monde et de l'humain via évidemment la divulgation des virus. Et donc, les agressions en provenance de puissances étrangères, monstres, robots, extraterrestres, eh bien, côtoient une certaine remise en question du progrès scientifique, de la dérive des institutions sociales, sécuritaires, technocratiques, mortifères, ou encore de l'attitude de l'homme devant donc, ces fins dernières, cataclysmes, millénarisme et des croyances, espoirs ou désespoirs qui les accompagnent. Et donc, cette dérive démesurée du possible est le signe d'une littérature qui va polariser nos angoisses, qui excède le sens commun et qui surtout va déborder les catégories verrouillées de la pensée et notamment de la pensée donc de la mort. Et dans un premier temps, eh bien, la science-fiction va essayer justement de supprimer cette notion donc du mourir, c'est-à-dire qu'elle va essayer d'imaginer comment est-ce que nous pourrions échapper à la mort. Elle va dans un premier temps tenter d'explorer la partance, le voyage vers la mort qui devient une quête allégorisée et technicisée pour tenter de maîtriser un phénomène envisagé dans un déroulé physiologique et chimique. Je vais vous donner donc des exemples précis tout de suite. Donc par exemple, premier exemple, eh bien, l'œuvre de Michel Jury, qui est un auteur français qui a disparu assez récemment, donc en 2015, et qui va créer dans le temps incertain, en 1973, eh bien, la notion d'éternité subjective. Donc en fait, chez Michel Jury, le départ, si vous voulez, de son histoire, c'est qu'on peut voyager dans le temps via une drogue qui s'appelle la chronolyse. Et en fait, le sujet voyage non pas dans le temps extérieur, mais dans son propre temps intérieur, c'est-à-dire dans sa propre conscience. Et de ce voyage, en fait, totalement intérieur, dans sa propre chronologie en quelque sorte, qu'il va arriver à un moment donné à maîtriser, eh bien, il va essayer de développer une sorte, on va dire, de seconde éternelle qui fera que, à l'intérieur de sa conscience, eh bien, le sujet ne peut plus mourir, puisque cette seconde va s'étirer à l'infini. Voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, on a dans cette œuvre donc littéraire, on a à la fois eh bien, la conception d'un voyage dans le temps qui est tout à fait singulier, et en même temps, on a une conception du temps liée à la subjectivité du temps par le sujet. Voilà. Sauf que, dans ce texte, eh bien, on a le voyage dans le temps qui est également assimilé donc à la mort. Et en fait, pour arriver à cette éternité subjective, eh bien, le sujet va être obligé finalement de traverser cette épreuve terrible donc du voyage intérieur, donc qui est un voyage temporel et qui va bien sûr ressembler à un voyage donc vers la mort. Alors je vous lis juste la fin puisque vous avez le texte. D'ailleurs, il fallait tuer l'espoir. Tu viens du froid et tu retourneras au froid.
Une crampe lui tordit l'estomac, le cœur, le ventre. Il sentit qu'il allait se mettre à hurler comme un loup solitaire, crevant de faim sur la neige. Donc on a dans ce passage-là le voyageur temporel qui fait l'expérimentation en fait de ce qui peut ressembler à la mort et de ce qui peut évidemment ressembler au sentiment de désespérance par rapport à la mort. Alors nous avons ensuite un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle Passage de Connie Willis. Et en fait, bon, ça va ressembler, vous allez voir, à d'autres types de romans. Mais dans ce passage, en fait, nous avons une équipe donc, de médecins qui va chercher à explorer la mort à travers, évidemment, les expériences donc, de mort imminente. Et donc, on a non seulement, je dirais, une description finalement très scientifique, très médicale donc, de cette recherche, mais il y a également une petite singularité, c'est-à-dire que tout le monde connaît la fameuse image, celui qui donc est en état de mort clinique voit, enfin c'est une image qui est très très souvent reprise, donc voit cette lumière un petit peu aveuglante et se retrouve donc dans cette espèce de couloir qui devrait l'amener vers un au-delà. Alors chez Connie Willis, en fait, la médecin qui tente justement d'explorer cet au-delà et tente d'explorer cette lumière, eh bien, elle se rend compte que sur les côtés, en fait, de ce couloir, il y a des sortes de portes. Et donc, expérience après expérience, en fait, elle se rend compte qu'elle est sur le Titanic. Et là, question, pourquoi est-ce que l'au-delà ressemble au Titanic? Donc, elle arrive à monter sur le pont du Titanic et elle se retrouve avec d'autres personnes qu'elle ne connaît absolument pas. Et le Titanic est en train de couler. Et donc, en fait, dans ce roman, vous avez, à travers cette image donc, du Titanic, eh bien, c'est la conscience qui est en train de sombrer peu à peu. Et Connie Willis va faire un parallèle entre, finalement, la conscience qui se détache, le cerveau, en fait, qui est en train, les connexions du cerveau qui sont en train de disparaître dans la mort et qui sont allégorisées par le sujet sous la forme, eh bien, du naufrage du Titanic. Voilà. La fin reste relativement ouverte puisque l'héroïne principale eh bien, reste finalement sur le Titanic. Elle n'arrive plus à revenir évidemment dans le monde des vivants et elle regarde le soleil se coucher. Et donc la romancière nous laisse, voyez, sur cette image-là, c'est-à-dire une image très, très ouverte. Nous avons d'autres images de la mort dans la littérature, par exemple dans Étoile mourante et dans Étoile morte, qui sont donc deux œuvres. Alors, l'idée principale a été inventée par Jean-Claude Deugnac et la suite dans Étoile mourante donc c'est une coécriture entre deux écrivains, donc Heyerdahl et Jean-Claude Deugnac. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on part d'extraterrestres. Et si vous voulez, ces extraterrestres, en fait, c'est ce que Jean-Claude Deugnac appelle des animaux-villes, c'est-à-dire des sortes de villes vivantes, donc qui traversent l'espace. Et vous avez une ville, en fait, qui s'appelle Notre-Dame-des-Eaux. Et Notre-Dame-des-Eaux, c'est une sorte de ville squelette qui, en fait, va accueillir donc le corps des gens qui ont disparu. Je dis bien le corps, parce que l'humanité, donc nous sommes dans un futur relativement éloigné, eh bien l'humanité à cette époque, dans Étoile morte, eh bien il y a une sorte de mutation, si vous voulez, qui va faire que l'humanité va être capable de transplanter finalement les souvenirs et tout le contenu d'un esprit dans des sortes de disquettes donc enregistrées. Et ensuite, vous pouvez donc retransplanter ces disquettes dans un autre corps pour revivre et vivre finalement quelque part éternellement. Seulement, il faut faire quelque chose de votre corps qui ne sert plus à rien. Et c'est donc cet extraterrestre, donc cette animal-ville qui va récupérer et qui va accueillir finalement votre corps de mourant. Alors, autre représentation de la mort dans la science-fiction. Alors, une novella que j'aime beaucoup de Robert Silverberg, qui est un grand classique, et qui s'appelle « Né avec les morts », où là, nous sommes dans une anticipation. Et c'est une société, en fait, qui est capable de réanimer les morts,
Sauf que les morts, une fois réanimés, ont un corps différent, ont un esprit différent, et qu'il y a donc dans ce monde-là, eh bien, deux sociétés qui coexistent, la société des vivants et la société des morts. Et donc Silverberg pose finalement ce problème-là, c'est-à-dire que si on dépasse complètement le phénomène de la mort, quelque part, eh bien, l'esprit de ceux qui sont morts vont être fondamentalement différents. Et il pose la question de la coexistence avec les vivants. Ce qui veut dire que, est-ce qu'il serait possible finalement de dépasser la mort ? Question que Silverberg donc laisse en suspens à travers une sorte d'histoire d'amour entre un homme qui a perdu sa femme et qui va tenter de continuer finalement à l'aimer en tant que morte, sauf qu'elle ne l'aime plus du tout. Voilà. Alors, la science-fiction, c'est aussi affronter ou accepter la mort. Dans le discours précédent, qui est donc psychologue, je crois, c'est ça, Jacques ? Voilà. Donc, en fait, on ne peut pas affronter la mort. Bien sûr qu'on ne peut pas affronter la mort. Sauf que dans la science-fiction et dans le fantastique, on peut toujours affronter la mort. Et donc, la posture, je dirais, de la science dans la science-fiction, eh bien, peut-être de la refuser, de l'affronter, comme parfois, eh bien, la médecine, bien sûr, et souvent le fait donc dans la réalité. La science-fiction, elle est très riche en chirurgiens, en savants qui greffent d'incroyables prothèses, qui interviennent au cœur du patrimoine génétique. Et il est signifiant, évidemment, que dans les textes précurseurs de la science-fiction figure donc le Frankenstein de Mary Shelley, en 1818, puisque le docteur Frankenstein, qui est le nom du docteur et non pas de la créature, je le rappelle, en bravant l'interdit de la mort, en insufflant la vie à des cadavres et donc en donnant naissance à sa créature, eh bien, va semer le deuil via cette monstruosité qui, en fait, a été fabriquée paradoxalement, évidemment, pour vaincre la mort. Donc il y a tout un discours évidemment dans la science-fiction sur oui, il est possible d'affronter la mort, oui, il est possible de la vaincre, mais il va y avoir évidemment un prix à payer. Donc accepter la mort, c'est comprendre qu'elle conditionne l'existence. La vision d'un au-delà religieux ou mythologique contribue à l'acceptation de l'impensable. Et par exemple, dans les Thanatonautes de Bernard Werber en 1997, la science-fiction, qui se sert ici de la science comme prétexte, puisque ce sont encore des médecins donc, qui tentent justement cette expérimentation d'aller dans l'au-delà, eh bien, se met au service donc, de ce message. Dans son roman, Werber décrit des expériences plongeant des cobayes, alors des cobayes volontaires bien évidemment, dans un coma de plus en plus profond. Ceux qui survivent à ce séjour aux frontières de la mort racontent ce qu'ils ont vu, une sorte de patchwork de croyances où la pesée des âmes s'effectue. Alors la pesée des âmes, je rappelle, qui appartient évidemment à la mythologie égyptienne, s'effectue sous la conduite de Saint Pierre et débouche sur de possibles réincarnation. Alors, il faut avoir été un gentil dans sa vie, nous explique Werber, pour évidemment donc atteindre cette réincarnation. Bien qu'antérieure, L'expérience interdite, c'est le premier photogramme, qui est un film de Joel Schumacher en 1990, compte une aventure très proche où de jeunes étudiants en médecine se font mourir puis réanimer pour vivre une expérience de mort imminente, mais qui sera tout aussi moralisante. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont rencontrer dans cet au-delà eh bien, des personnes à qui ils ont pu faire du mal. Donc, vous voyez, on retombe à chaque fois sur cette espèce de morale finalement religieuse à la petite semaine qui n'est pas très importante, qui n'est pas très inventive. Et donc, la science-fiction, dans ce cadre-là très précis, vous voyez, du voyage ces expériences interdites ou de ces thanatonautes, eh bien, reste assez déceptive car elle n'a pas la capacité finalement de dépasser le cadre religieux par l'inventivité. Par contre, dans le cycle de Philippe José Farmer, qui s'appelle Le fleuve de l'éternité, et notamment dans le premier tome, donc Le monde du fleuve, qui est apparu en 1971, eh bien, 35 milliards de morts humains de diverses époques se retrouvent groupés sur une planète, donc au bord d'un fleuve qui court sur 16 millions de kilomètres. Et des morts célèbres comme Mark Twain, Cyrano de Bergerac ou Hermann Göring, alors évidemment, l'auteur s'amuse
à mélanger toutes les époques, tous les styles d'humains, eh bien, sont bien décidés à percer le mystère de cette planète. Et ils découvrent alors que ces habitants, qui sont non humains, qu'on appelle les éthiques, ont entrepris d'enregistrer et de ressusciter les espèces conscientes de très nombreux mondes pour les sauver de l'anéantissement. Dans cette perspective, eh bien, la mort n'est donc qu'une étape sur le chemin de l'éternité ou la porte vers une autre dimension quantique. Et la mort dans le fantastique. Alors, pour repousser la mort, eh bien, le fantastique met en scène des morts vivants, des fantômes, des vampires. Des momies égyptiennes, par exemple, qui se réveillent d'un long sommeil. Et dans le film Belphégor de Jean-Paul Salomé en 2001, eh bien, on nous explique qu'une momie hante le Louvre et le corps d'une jeune femme. Elle tue des gardiens car elle est saisie du désir donc frénétique de gagner l'au-delà, ce dont on l'a privée en ne procédant pas au rite funéraire du passage des morts. Mais malgré les apparences, en fait, donc les apparences, j'ai choisi là quelques images, quelques photogrammes donc de vampires par exemple ou de fantômes relativement effrayants. Donc le vampire très classique de Christopher Lee et le vampire donc de Coppola en 93. Eh bien, malgré ces apparences assez terrifiantes, le fantastique rassure. La mort n'est pas redoutable puisque ceux qui ne peuvent pas l'atteindre, donc les amérantes, les fantômes, les vampires, connaissent en fait une sorte d'éternité. Alors ça peut être une éternité de souffrance, mais finalement, c'est quand même une éternité. Alors que la science-fiction, née de la pensée rationnelle et de la notion de progrès, ne peut pas se contenter, si vous voulez, d'une pensée donc aussi simple. Et donc, entre fantastique et science-fiction, eh bien, il y a la figure du zombie. Et le zombie, finalement, est une figure assez singulière. Alors, c'est une figure qui peut apparaître, je dirais, dans des médias assez populaires, où on a l'impression qu'il n'y a pas tellement, finalement, de profondeur dans la figure donc, dans ce personnage très spécifique, qui est une figure hybride entre fantastique donc, et science-fiction. Et en fait, c'est un motif très ancien qui remonte au XVIIIe siècle, et même si son arrivée donc, en Occident est très récente, c'est-à-dire à la fin des années 60. Voilà. Et l'histoire du zombie, en fait, c'est le fait d'une singulière force, pour reprendre le vocabulaire de Deleuze, qui paraît animer la figure, la maintenir et la transformer pour en faire à la fois un objet trop actuel et très ancien. C'est cette force qui semble capable de faire ressurgir la figure du zombie dans les moments où elle tend à tomber dans l'oubli pour en faire la représentation, c'est ça qui est important, de certaines de nos plus troublantes, de nos plus criantes préoccupations. C'est bien en cela qu'il se fait le symptôme de ce qui taraude finalement notre conscience. L'image, via le cinéma, le jeu vidéo, le zombie est un personnage récurrent dans les jeux vidéo, n'est pas uniquement une fiction ou un divertissement, elle est aussi la marque d'une époque et le moyen d'une analyse. Je pense que le zombie, il convient de l'appréhender comme un produit psychique. On y découvre alors quelques-unes des principales raisons de sa prodigieuse popularité, puisque le zombie semble être finalement cet être non mort face à la légèreté de notre époque, face à la mort, une sorte de corps disloqué que l'on ne respecte pas, un corps malade, c'est le cas par exemple dans World War Z, ou une allégorie, c'est aussi le cas dans ce même film, de la maladie inéluctable. Donc le zombie est une figure qui est beaucoup plus finalement signifiante qu'elle n'y paraît. Simplement, la mort au cinéma. Pour le psychologue clinicien Thierry Jandrock, avec l'apparition de personnages tirés de la mythologie romanesque du XIXe siècle et de la bande dessinée, eh bien, la mort donc, au cinéma a définitivement perdu son caractère transgressif, c'est notamment le cas, vous voyez, dans les films de zombies, pour acquérir une esthétique de la destruction qui la déplace sans la supprimer. Dans le fond, si les démons se désagrègent, c'est parce qu'ils sont déjà morts.
Par conséquent, les tuer est un acte inconséquent, à la limite, un non-acte ou un fait de discours tiré d'une logique insensée où la frontière de la vie et de la mort, du bien et du mal, est devenue poreuse. Donc aujourd'hui, la mort au cinéma, et notamment dans le cinéma fantastique, dans des films qui mettent en scène évidemment des créatures monstrueuses, la mort apparaît quand même comme dénuée finalement d'importance, un petit peu comme c'est le cas avec tous ces zombies que l'on s'amuse donc à détruire dans le jeu vidéo. Voilà. Et donc en guise de conclusion, un voyage au-delà des ombres avec Thorgal. Alors, j'ai choisi pour terminer et puis donc un petit peu conclure cette communication. Alors, vous avez bien compris que c'est un sujet qui est très très vaste et que je n'ai pris que quelques points d'ancrage pour que vous compreniez bien évidemment cette histoire des représentations. Alors dans la BD Thorgal, il y a un album qui s'appelle donc Au-delà des ombres et qui va raconter la rencontre donc du personnage du héros Thorgal, dont l'épouse est tombée dans un coma extrêmement profond et il sait qu'il va pouvoir justement essayer de récupérer l'esprit de son épouse ou l'âme de son épouse en allant directement se confronter avec la mort. Et ce qui est intéressant en fait dans ce très bel album, c'est un album qui est assez poignant, c'est d'une part la représentation donc, de la mort, vous le voyez ici dans la deuxième planche, où en fait nous sommes dans une sorte d'espace métaphysique où tout un tas de fils sont tirés. Donc là, bien sûr, c'est la conception de la vie selon les Grecs, puisque les parcs tissent donc le fil de nos vies, avec des anges qui portent donc des lames à la place donc des ailes et qui passent leur temps à voler et donc à détruire de façon totalement hasardeuse donc des vies. Donc quelque part, si vous voulez, nous sommes ici dans la mort vue comme en quelque sorte la théorie du chaos. Et donc, ce sera, je crois, ma conclusion, puisque je n'aurai pas le temps d'aller un petit peu plus loin. Mais vous avez donc, je vous montre quelques images de cet espace et de cette figure de la mort, assez classique, assez terrifiante. Et donc, en revisitant alors le mythe grec en fait d'Orphée et d'Eurydice, puisque Thorgal va pouvoir récupérer l'âme de sa femme, mais en échange, il est parti dans l'au-delà de la mort avec une jeune fille, et donc c'est une vie pour une vie qui va donc rester enfermée dans l'au-delà, ce que vous avez dans cette dernière planche, et elle disparaît sous la forme donc d'un petit papillon blanc, son âme disparaît, s'envole. Eh bien, les auteurs donc Van Ham et Rosinski nous ont offert un album absolument somptueux qui pour moi est une des plus belles représentations du passage vers la mort, donc sujet de notre colloque, tout en offrant au lecteur une vision classique mais revisitée du personnage de la mort, de l'univers de la mort, de sa puissance en tant que forme du hasard. Et donc la réflexion sur laquelle je voudrais vous laisser, c'est que la mort issue de la représentation artistique et contemporaine incarnerait-elle finalement la théorie du chaos, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune volonté, que nous serions dans un au-delà que nous ne pourrions jamais maîtriser. Je vous remercie.